L'immigration dont on a parlé, vous et moi, je suis immigrant d'Algérie, je suis venu aussi, moi je suis parti, j'ai tout laissé, j'ai tout perdu. J'étais jeune, j'avais 11 ans, je me suis reconstruit. Je me rappelle quand je suis arrivé un 6 septembre 72 en France, à Toulouse, c'est que j'avais une seule chose, c'est que j'avais perdu mes jouets. J'avais perdu mes repères, j'avais perdu mes copains, j'avais perdu mon algérianité, il fallait que je reconstruise. Je parlais en arabe, il fallait que je parle en français. Vous savez, cette adaptation qu'on avait, je l'ai réussi grâce, bien sûr, à mes parents. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre du cycle Human Diversity où nous pouvons découvrir toute la pluralité, la richesse de l'être humain. Et aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir un nouvel invité. Bonjour à vous. Bonjour Joseph, merci de m'inviter. Donc, je suis Djilali Layani, adjoint au maire actuellement à la mairie de Toulouse et conseiller métropolitain. J'ai la chance de travailler avec le maire et président Jean-Luc Moudenc, un ami de longue date, et je suis en charge de la jeunesse, en charge des cultures urbaines et de la prévention. Jeunesse, culture urbaine, mais vous devez être au cœur des problèmes du moment. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui face à une jeunesse, à une génération, oui, si j'ose dire, nouvelle, qui a aussi ses revendications. Et en tant qu'élu et père aussi, d'une jeune fille de 18 ans, je suis au cœur de ces préoccupations qu'on pourrait dire, bien sûr, celles du futur, mais surtout celles des perspectives. Ma fille me dit cette phrase tout le temps, « Aujourd'hui, papa, il est temps de corriger les erreurs que vous avez faites depuis 100 ans. » Peut-on dire de façon réaliste, c'est-à-dire rationnelle, qu'être jeune aujourd'hui, c'est plus dur qu'il y a quelques décennies, ou est-ce que c'est une mauvaise estimation? Non, je pense qu'aujourd'hui, un jeune, il est entre 3 points qu'il vit un petit peu d'une manière peut-être différente que nous l'avons vécu. Et je m'explique. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, vous le trouvez entre l'ennui et l'envie. Et au milieu, il y a la souffrance. Et cette souffrance, elle est parfois plutôt facile à vivre, facile à supporter. Et parfois, pour les jeunes les plus fragiles, elle est plutôt catastrophique et synonyme de trous noirs et des difficultés de toutes sortes. Les jeunes d'aujourd'hui me rappellent qu'à l'âge de 18 ans, en 1978 où j'ai eu 18 ans, et eux aujourd'hui en 2022, ils savent peut-être 100 fois plus de choses que moi quand j'avais 18 ans. Des jeunes, et ils vous ont sans doute dit la même chose, me disent qu'ils se sentent méprisés ou en tout cas mal estimés. Aujourd'hui, la jeunesse, elle apparaît comme une autre marque de vie dans notre société. Parce qu'elle a acquis des notions de marketing, de vie, que nous n'avions pas. Aujourd'hui, c'est une jeunesse que j'appelle une génération de iPhone 12, d'iPhone 13, d'iPhone 14. C'est une génération de TikTok. C'est une jeunesse qui est envahie par le marketing, mais elle souffre de l'autre côté parce qu'elle est envahie par son image. Donc elle voudrait que son image soit la plus reconnue, la plus belle. Et c'est là où je vous disais, entre l'ennui et l'envie, il y a cette souffrance. Aimer, c'est souffrir. Trouver un travail, c'est souffrir, mais avoir un travail aujourd'hui pour un jeune, c'est souffrir aussi. Donc cette souffrance-là, elle est, surtout quand on est handicapé, c'est encore beaucoup plus dur. Dans ces phases psychologiques et ces phases, je dirais, de parcours qu'on a eu éducatif, face à l'immigration, face à des discriminations, face à des faiblesses ou à des fragilités que nous avons eues, face à des addictions qu'aujourd'hui un jeune peut subir, la façon dont un jeune me présente un peu aussi sa jeunesse, parce qu'il faut être à l'écoute. Ce que vous venez de dire, ils disent non, nous, on est adultes jusqu'à l'âge de 18 ans. De 18 ans à 36, on est fou. Mais de 36 à 51 ans, on gagne notre vie. C'est un peu la loi des 3-17. Voilà, c'est un peu ça qui aujourd'hui qui se décrit cette jeunesse. Par contre, effectivement, face aux problèmes climatiques, à la revendication climatique, je crois qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, pressants que nous l'étions à l'époque.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont à peu près aucune connaissance concrète, mis à part celle d'un lieu où ils ont vécu toute leur vie. Comment est-ce qu'on pourrait, je dirais, changer la donne? Je sais qu'il y a heureusement nombre de contre-exemples, mais est-ce que, j'allais dire, une connaissance fantasmée d'un pays d'origine des ancêtres remplace une connaissance concrète et réelle? Avec Internet, avec le numérique, avec les échanges qu'ils peuvent avoir, ils ont déjà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de connaissances et qu'ils ont déjà pratiquement tout vu, mais ils n'en ont rien ressenti. Est-ce qu'ils ont une sensibilité par rapport à quelqu'un qui voyage à leur côté, qui est handicapé, ou qui est noir, ou qui est immigré, qui est sans papier, ou qui a une souffrance, et qui est malade? Donc si vous voulez, cette sensibilité, elle n'est pas jusqu'à aujourd'hui bien ressentie. Aujourd'hui, cette société, elle le permet. C'est vraiment quand on voit les outils que, je dirais que l'Europe met par exemple à notre disposition, beaucoup d'argent, beaucoup d'outils, beaucoup de moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui ont 2 ou 3, 4, 5 jeunes qui ont un projet peuvent partir, vivre leurs rêves et leurs projets. Ça, je crois que c'est beaucoup ouvert qu'avant. Il y a des coopérations, il y a beaucoup d'outils que peut-être on ne connaît pas, mais il y a beaucoup de coopérations volontaires à faire, puisqu'on ne fait plus le service militaire comme avant. On peut faire aussi du service de coopération. Mais que faire pour les jeunes qui restent à côté de ces dispositifs? Il y a d'un côté une partie des jeunes qui, je dirais, ont une connaissance de New York, une connaissance du monde, je ne sais pas, des affaires, de langue anglaise. Et il y en a d'autres qui ne connaissent pas peut-être même le centre-ville de Toulouse, ou presque. Les jeunes dont vous parlez, il y a des jeunes qui sont recroquevillés. Ouais. Il y a des jeunes qui sont fermés. Il y a des jeunes qui ont vécu des parcours durs. Et en termes de prévention, en charge de la prévention, nous sommes là pour les accompagner, pour les sortir de leur torpeur, de leur fragilité, de leur embrigadement, de leur addiction. Il y a des parcours chez des jeunes qui sont totalement différents dans cette approche de ne pas sortir. Il y a aussi des mamans poules qui me disent « Non, moi je ne veux pas le laisser sortir pour faire 100 mètres du quartier. Donc je lui dis « Vous imaginez pas ce que vous l'emprisonnez. C'est vous, oui, mais ce que je vois, ce que je ressens, ce que je ne peux pas le lâcher, j'ai peur. » Chaque cas dont vous parlez de la jeunesse, chacun a des parcours. Nous, vraiment engageons beaucoup dans ce dialogue, c'est-à-dire à travers beaucoup de dispositifs. La mission locale, l'école de la deuxième chance, nous avons les classes, nous avons des réseaux ACT qui reprend les enfants qui sont souvent, ce que vous parlez de ces enfants, sont en décrochage. Vous savez qu'en France, 135 000 décrocheurs chaque année sortent du système scolaire, ça veut dire qu'ils sortent justement de cette possibilité de sortir, de voyager, de vivre leur citoyenneté et de s'émanciper. Je crois que ça, c'est important de le dire. À Toulouse, nous avons à peu près 8000 jeunes que nous essayons d'accompagner, mais c'est quand même un chiffre énorme qui est dont la responsabilité de notre société entière est importante de s'engager, même s'il reste beaucoup d'outils et beaucoup de dispositifs pour leur donner, je dirais, une deuxième, une troisième, une quatrième, une énième chance de sortir. Parlons de ce dialogue nord-sud. C'est un sujet absolument essentiel, je crois. Comment faire pour recréer les outils culturels d'un dialogue nord-sud? Il faut que l'homme devienne homme en revendiquant son humanité et sa diversité. Il y a le mot solidarité et le mot laïcité. Moi, je pense que notre République, il manque quelques piliers. Et ces piliers-là, sont des piliers qu'on peut expliquer aux uns et aux autres. C'est-à-dire dire que peut-être on est différent, peut-être vous êtes pauvre, peut-être vous avez des difficultés, mais ça s'intègre dans une sorte justement de solidarité et de laïcité. Reconnaître l'autre dans sa différence, dans sa croyance et dans sa citoyenneté. C'est important de le dire, pas qu'à l'échelle locale ou française, c'est à l'échelle mondiale. Et ça, je pense que les dialogues dans les gouvernements sont importants à cette échelle-là. Mon combat premier, c'est de revendiquer l'humanisme. La deuxième chose, c'est ce dialogue nord-sud dont vous parlez. Et pour moi, il a été essentiel. Pourquoi? Parce qu'il était fondé sur 3 choses, c'est-à-dire sur la paix,
parce qu'on sortait de plusieurs guerres, et jusqu'à aujourd'hui, regardez, l'homme continue à faire ses bêtises de guerre. Et de là, on avait à se dire, il faut la sécurité. Évidemment, il y a une sécurité citoyenne, une sécurité, c'est le premier droit du citoyen d'être protégé. Et puis, il y avait cette prospérité qui était appelée des vœux aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Par des crises. Vous voyez, moi, chaque fois qu'on a dit la paix, non, c'est la guerre. Chaque fois qu'on a dit, il faut de la sécurité, ben non, c'était plutôt de l'insécurité autour des terrorismes que nous avons vécus. Et la troisième chose, quand on parlait de la prospérité, non, on crée des crises. Je crois que c'est ce triptyque-là. Aujourd'hui, Willy Brandt l'avait exprimé en 1980 pour dire on va surtout regarder la pauvreté des gens, cet déséquilibre. Et depuis quelque temps, moi j'avais exprimé un souhait, c'était qu'on avait vécu la concurrence de l'énergie entre les pays. Et aujourd'hui, on la vit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment entre la pauvreté et la crise énergétique. Ça commence à être vraiment un trou béant dans l'inégalité. Parlons de pauvreté. La pauvreté a toujours existé, c'est vieux comme le monde. Mais je crois qu'il y a quelques années encore, il y avait par exemple parmi les premières générations venues en France, mes propres parents étaient des migrants ou réfugiés politiques, comme on disait à une époque. Donc il y avait de la misère. J'ai l'impression, peut-être à tort, qu'aujourd'hui la pauvreté est parfois gravement déstructurante pour le devenir des jeunes, ou du moins d'une partie des jeunes. Est-ce que vous partagez cette idée? Totalement. La pauvreté, elle est devenue si dure qu'on peut la toucher aujourd'hui. Vous le disiez, avant, on ne la touchait pas. Aujourd'hui, elle vous brûle les mains. C'est ça. Elle est là. Et malgré l'effort humain qui est fait, on ne peut pas imaginer et pas rendre hommage à Coluche, qui, avec ses Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Croissant Rouge, toutes les bonnes volontés humaines qui existent aujourd'hui sur Terre pour combattre cette pauvreté. Plus que jamais, si on ne partage pas à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire de dire qu'il y a une prise de conscience, je dirais, humaine, on ne peut pas, je dirais, vaincre cette pauvreté. Quand on ne laisse pas, quand on ne donne pas les moyens à l'éducation, eh bien qu'on a la pauvreté intellectuelle. Et celle-là, elle est encore pire. C'est pour ça que, même si on ne la touchait pas, aujourd'hui, elle devient très, très présente et fracassante aux yeux de la société autour laquelle on vit. Pauvreté fracassante, éducation fracassée. Pourquoi? Quel est votre diagnostic à ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à faire fonctionner l'éducation aujourd'hui? Alors, le mode éducatif aujourd'hui, dans quelques lieux, et à l'échelle mondiale, c'est devenu aussi un objectif commercial. Ouais. Heureusement que notre système éducatif reste gratuit, accessible à tous, dans la laïcité, l'éducation populaire et, je dirais, la notion de nos valeurs de la République qui sont là, inscrites dans notre sang éducatif et national. Heureusement qu'on a gardé, bien sûr, cette évolution, mais il est bien au droit de se dire qu'il faut repenser notre système éducatif par rapport à cette concurrence de l'éducation qui existe. Est-ce que finalement l'appareil administratif ne devient pas une force majeure de création de problèmes à ce niveau-là? Question provocatrice. Je suis un élu et je crois à notre administration. L'administration, elle est républicaine et elle est positive pour notre pays et pour, j'espère, pour tous les hommes et toutes les femmes. Simplement, je crois que l'immigration a changé, je dirais, de repères ou j'allais dire peut-être d'objectifs. D'accord ? L'immigration dont on a parlé, vous et moi, je suis immigrant d'Algérie, je suis venu aussi, moi je suis parti, j'ai tout laissé, j'ai tout perdu. J'étais jeune, j'avais 11 ans, je me suis reconstruit. Je me rappelle quand je suis arrivé un 6 septembre 1972 en France, avec une caravelle à Toulouse, c'est que j'avais perdu mes repères, j'avais perdu mes copains. J'avais perdu mon algérianité, il fallait que je reconstruise. Je parlais en arabe, il fallait que je parle en français. Vous savez, cette adaptation qu'on avait, parce que nous l'avons, je l'ai réussi grâce, bien sûr, à mes parents, qui étaient éduqués, on avait un objectif, c'était de venir apprendre et grandir en France. Bien sûr, très vite, mon pays, mon avenir est devenu la France.
tout en étant ce que je suis. Je ne peux pas changer ce que je suis. Et totalement, c'est-à-dire que mes parents ont travaillé. Nous ont emmenés sur ces valeurs-là parce que il n'y avait pas cette crise, c'était cette difficulté qu'aujourd'hui apparaît au fil des ans, des difficultés, comme je disais tout à l'heure, financières, sanitaires. La gouvernance des autres pays dans laquelle peut-être le monde est complice n'a pas aidé à structurer une filière ou une relation d'immigration beaucoup plus forte parce qu'aujourd'hui les besoins sont beaucoup plus importants, mais de l'autre côté, il y a aussi des objectifs de migration différents de ce qu'il existait auparavant. Je crois au modèle français et au modèle humain et migratoire français. Il est très vaste. Je dirais que je me suis engagé dans la diversité et dans les questions de migration au niveau européen pendant 6 ans, et je connais très bien toutes ces questions-là, et dans lesquelles aujourd'hui, je suis allé jusque chez le pape, le défendre. Le pape nous avait invités en 2015 pour parler de la migration. Ce sont nos frères. Donc il n'y a pas de questions à se poser. C'est des brothers et c'est des frères. Dans cette diversité, human and diversité. Cette diversité, elle est humaine. Elle n'a rien. Je veux dire, simplement, dans cette diversité humaine, ce que je demande, ce que moi je ressens, ce que je défends, c'est justement d'avoir accès à la vie, à les études et aux soins. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons aussi un déséquilibre climatique. Comment fait-on avec aujourd'hui ce dérèglement climatique? Tout être humain dans la vie a une chance de vie quelque part. En 2024, nous allons avoir pratiquement 700 millions de nouveaux jeunes qui seront adultes et qui seront, j'allais dire, autonomes et indépendants. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et ces jeunes-là vont se déplacer, vont revendiquer leurs droits de citoyens humains. On ne peut pas être à l'ONU et dire qu'on a les droits de l'enfant et les droits de vivre et se dire que dans n'importe quel pays qui a été signataire de ces accords à l'ONU, ne pas les appliquer. Si on vit aujourd'hui, on fait face à cette pauvreté, il y a encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, l'homme a créé justement des liens, des choses merveilleuses pour qu'on puisse vivre en toute harmonie ensemble. Comment est-ce qu'on peut réaliser des villes plus homogènes? Quels seraient vos projets, vos rêves en la matière? Je crois que c'est ce vivre ensemble, c'est-à-dire quotidiennement, c'est le mettre autour d'une table, ou d'un quartier, d'une ville, de comprendre ce qu'on a besoin, comment vivre ensemble dans un certain moment d'harmonie, qui est celle, la tranquillité, le respect, d'accord, et les objectifs communs. Parce que souvent, on parle de plusieurs, je dirais, procédures et projets, mais souvent, on ne parle pas d'objectifs et d'impact. C'est important de le dire. Je prends un cas, c'est-à-dire quand on a des jeunes qui viennent nous dire on veut un city-stade. Aujourd'hui, 80% de ce besoin d'aller s'amuser le plus près dans un city-stade avec un petit terrain de basket où tout le monde peut venir. L'important, c'est quand on leur dit vous avez un city-stade, c'est un lieu de vivre ensemble. Vivre ensemble. Ce n'est pas destiné qu'aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a des règles et que le soir, on ne peut pas jouer, faire du bruit parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a une tranquillité et un savoir-vivre, c'est-à-dire qu'il faut savoir le régler ensemble. C'est cette mixité. Vivre ensemble dans une mixité. Et là, c'est pour ça que moi j'adhère à notre liberté, égalité, fraternité, la solidarité et la laïcité. Parce qu'on vit ensemble avec nos idées, nos religions, nos pensées, nos façons de vivre, d'habiter, de manger. Je crois que ça, nous y veillons avec les conseils de citoyens, nous y veillons avec des conseils de parents, nous y veillons avec justement, avec la prévention, l'accompagnement, la médiation. Nous avons mis beaucoup plus de moyens pour vivre ensemble. Et je crois que c'est cet effort qu'il faut continuer pour qu'on puisse construire des villes de demain beaucoup plus apaisées et beaucoup plus tranquilles. J'ai une question taquine. Comment se fait-il que, j'allais dire, finalement, il soit tellement plus, admissible ou normal de parler espagnol à Toulouse si on n'est pas un visiteur, mais tellement problématique de s'exprimer en arabe? Toulouse, chanté par Nougaro, dit est-ce que c'est un peu l'Espagne qui pousse un peu sa corne? D'accord. Donc vous voyez bien que les liens historiques de l'Espagne et depuis Franco et l'après-guerre font que les Espagnols ont été très présents dans notre société et qui ont été accueillis. L'Espagne est proche de nous. Dans notre histoire, quand on la reporte, elle est très très proche.
Moi, je parle arabe, ma fille parle arabe. Je vais à l'Institut du monde arabe pour qu'elle puisse venir à Toulouse et rayonner. C'est toujours le même système, c'est le système éducatif. Moi, je reviens quand il y a un problème. C'est que l'éducation n'en a pas fait une valeur sûre, n'en a pas fait une valeur à promouvoir, n'en a pas fait une langue dans laquelle on pouvait s'épanouir. Parce que c'est toute la question. J'espère qu'on aura un jour l'Institut du monde arabe pour comprendre ce que c'est la langue arabe, ce qu'elle a donné comme richesse et comme chiffres mathématiques à notre société. Mais certains, depuis quelque temps, la dénigrent parce que si on apprend l'arabe, on peut apprendre le Coran et peut devenir radical. C'est ça la bêtise humaine. C'est parce que la Bible ou la Torah et le Coran sont traduits dans toutes les langues du monde. Tout d'un coup, il y a un réveil qui est très commercial. C'est quand on voit que les Émirats arabes unis achètent des Airbus, quand on voit tous les pays du Moyen-Orient, quand on voit l'Arabie saoudite aujourd'hui. Donc tout d'un coup, d'accord, la langue arabe devient très importante. Et là, effectivement, il y a certains, quand je les vois voyager, ils disent « oui, il nous manque cette langue arabe ». Et je crois que c'est un petit peu le rôle de l'éducation, le rôle des universités, le rôle de tous, de se dire qu'une langue comme la langue arabe, c'est une langue très riche, d'une civilisation, peut-être, dernier point, aux Arabes eux-mêmes, d'accord, à cette population qui est arrivée du Moyen-Orient ou du Maghreb, de s'en saisir et d'en faire aussi, je dirais, une arme culturelle et une arme d'interculturalité. Vous avez utilisé le mot très riche, je suis bien d'accord, sur le plan même très concret et bassement matériel, excusez, il est quand même inouï que ce qui peut être un atout commercial extraordinaire soit un facteur de discrimination dans les quartiers. Je veux dire, théoriquement, connaître l'arabe, ça devrait être un atout jalousé, quoi. Hein, mais en fait, concrètement, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de quartiers, être d'origine arabe, ça vous plombe. Ça vous plombe, mais quand vous voyez, là je vous raconte une petite histoire. Dans les décrocheurs que nous avons, on leur donne par exemple un livret qui leur demande des questions sur ce qu'ils sont, pourquoi ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'il faut changer dans leur éducation, parce qu'ils ont été violents, pourquoi ils ont été exclus, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils ne seraient plus exclus, comment ils pourraient... Et puis il y a une dernière phrase qui dit « Quel est le pays que vous voulez visiter ?» 90% des jeunes veulent visiter Dubaï. Quand on arrive à Dubaï, donc j'ai vu des jeunes qui sont allés à Dubaï, quand on parle avec Dubaï, alors vous êtes arrivé à Dubaï, oui, dommage je ne parlais pas arabe. Voilà. Et donc, vous voyez, alors que, bon, il faut parler arabe et anglais, c'est que je vois des animateurs ou des éducateurs qui me disent il faut que j'aille à Tunis, il faut que j'aille à Casablanca, il faut que j'aille à Mostaganem, il faut que j'aille à Alger, parce que toutes les familles avec qui j'ai des relations et des accompagnants viennent de ce pays. J'ai tellement envie de connaître. Et puis moi je lui dis, ben oui, mais il faut commencer à apprendre l'arabe. Parce que quand vous allez dans ces pays-là, vous allez, pour être, je dirais, mieux comprendre toute cette culture, c'est qu'il faut prendre l'arabe. Il y a des associations qui donnent des cours d'arabe, et qui aujourd'hui méritent aussi qu'on en parle d'eux. Il y a beaucoup de quartiers, beaucoup d'associations très respectables qui apprennent la langue arabe et d'autres langues. Ils font des études aussi, des soutiens scolaires, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre l'arabe à l'âge adulte. Il faut que l'arabe soit dans la maternelle. Évidemment, il faut qu'aujourd'hui, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit... Il y a des langues dans lesquelles aujourd'hui les enfants... peuvent tout de suite reconnaître les signes et les sons très rapidement. Quand vous êtes très jeune, c'est le moment d'apprendre la langue. Parmi les personnes exclues, il y a évidemment le monde du handicap. C'est une expression horrible, au fond, le monde du handicap, parce que ça veut dire qu'il y a un monde parallèle. Et comment, j'allais dire, on peut surmonter cette barrière, cette mise à l'écart, ce monde à part, justement. Mon triangle et ma triptyque, c'est l'envie, l'ennui. L'ennui doit créer l'envie, mais au milieu, il y a cette phase de souffrance. On souffre quand on aime. Quand on a un travail, on souffre aussi. Et quand on est frustré, on souffre ici. Alors quand on est handicapé, la personne qui n'a jamais rencontré un handicapé, qui n'a pas vécu dans sa vie un handicapé, elle se gare avec sa voiture sur le trottoir où tous les handicapés doivent passer. Et elle le sait qu'on vient de faire des travaux pour que les handicapés... Elle voit qu'il y a un passage clouté. Nous avons mis beaucoup de situations de handicap dans le droit commun.
Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Dans les centres de loisirs, nous avons mis plus de 780 enfants porteurs d'handicap dans nos centres de loisirs. Depuis que je suis élu, on est parti de 80. Bien sûr, il a fallu mettre les moyens. Mais il a aussi changé la culture des gens. Avant, un enfant handicapé, il fallait 15 jours avant, il s'inscrive dans un centre de loisirs. C'était le seul lieu de loisirs pour lui. C'était le seul lieu de mixité pour lui. Le seul lieu de sociabilisation pour lui. Eh bien, nous avons fait que l'enfant handicapé était dans le droit commun. C'est-à-dire, il s'inscrit comme tout le monde, la veille. Nous avons parlé avec les parents et on a organisé des équipes de l'autre côté, de manière que un animateur qu'on appelle de vie, de loisirs, un AVL ou un AVS, il est pour nous ARH, c'est-à-dire qu'il est devenu animateur ressources handicap. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'enfant handicapé dans le centre de loisirs, il est animateur. Mais dès qu'un enfant handicapé vient, il est à sa disposition. Il va participer à la vie sociale des enfants, et moi j'y crois fort. C'est là où l'enfant retrouve toute sa dignité, toute sa citoyenneté. Ça, c'est une réussite que nous avons fait aujourd'hui. Et c'est ça la vue. Au-delà, bien sûr, de ce qu'on a aujourd'hui à Toulouse. On a les journées handicap. On est très, je pense, Joseph, vous le savez, la ville de Toulouse est citée comme un exemple dans le domaine handicap et j'en suis très heureux. De façon générale, en France, il y a très très peu d'élus handicapés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il a fallu une loi pour avoir l'égalité avec les femmes et les hommes. Et le bilan, il est très très loin. Donc quand on regarde l'égalité homme-femme, il est très très loin, malheureusement. Alors quand on parle d'handicap, c'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une obligation par la loi ? Est-ce qu'il y a une obligation, vous savez qu'on a fait la loi pour l'embauche, pour le travail, pour leur dire on peut vous alléger les charges sociales. Ce n'est qu'une sensibilité d'homme. Moi, je le dis toujours une fois de plus, on peut faire toutes les lois qu'on veut. Dans les colonies de vacances, j'ai des centres de vacances, on va accueillir 70 handicapés. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils puissent vivre un séjour comme les autres. On a mis en place des escalades où tous les handicapés font de l'escalade. Comment faire pour, je dirais, sortir de ce presque piège du beau discours, mais d'une réalité qui parfois est très éloignée du discours ? Il faut que l'inclusion soit une norme de société. Il faut l'inclure dans ce que j'appelle, ce que je fais humblement dans mes centres de loisirs. Tous les enfants handicapés sont accueillis dans les centres de loisirs. À l'école, c'est difficile. Ça, c'est par exemple une norme qu'on n'a pas attaquée. Aujourd'hui, quand je vois des parents, la difficulté qu'ils ont à mettre leurs enfants handicapés dans l'école, c'est très difficile. Parce que pas de place, parce que pas de moyens, parce que la difficulté peut-être du personnel pas adapté et pas formé et pas compétent. Donc tout ça, ça doit être une norme inclusive qui doit se mettre en place. Elle est en place. Je pense qu'il faut aller plus loin. Les difficultés que nous avons, c'est peut-être plus de besoins. Parce qu'on s'est dit peut-être on en avait quelques-uns, mais là on s'en rend compte que de plus en plus, il y a beaucoup plus de besoins. Et il faut se structurer. Et je crois que cette société d'inclusion, elle doit être à tous les niveaux. Elle doit être un peu partout, à la télé, à la publicité, comment on vit, montrer des choses à l'école, à l'université. Partout, on doit être dans cette action inclusion. Vous êtes résolument optimiste. Moi, bien sûr que je suis optimiste. Je crois qu'il faut vivre avec une sorte d'inclusion solidaire et nationale, avec constamment ce dialogue. C'est réunir des cerveaux pour construire une nouvelle société plus forte. Il faut faire et améliorer et donner le chemin du possible. Oui. Ici, à Human Diversity, nous avons pour habitude de poser une question rituelle. C'est que pour réaliser cette inclusion, il suffirait de presque rien. Pour vous, ce presque rien, comment est-ce qu'on pourrait le décrire ? Pour moi, ce presque rien, c'est la conscience humaine. Oui. Chaque fois qu'on a raté une occasion de faire mieux, c'est que la conscience humaine ne s'est pas posée. C'est-à-dire que le diagnostic ne s'est pas posé. La volonté de faire ne s'est pas posée. L'émulation, on parlait tout à l'heure de compétition, moi j'utilise beaucoup l'émulation. Dans notre société, il suffirait de presque rien, c'est de s'aimer tous. Évidemment, pas d'avoir
10 ans de moins pour que je dise je t'aime. Hein. Il suffirait qu'il n'y ait pas que des mots, il y ait des actes, mais des actes, je dirais, perfectibles. Il ne s'agit pas de dire je fais ça et puis on s'arrête là. Parce que nous vivons dans un monde où il y a plus de besoins. Le dérèglement est une condition aujourd'hui désastreuse pour nous. Il faut le prendre en compte aujourd'hui. Bien sûr, il y a des consciences, mais les jeunes en ont conscience. Et aujourd'hui, il suffirait de presque rien, c'est de prendre conscience de tout, qu'il y a des choses à faire. La musique qui crée le lien, qui crée l'inclusion, ce pourrait être presque le slogan de la loge CDM qui nous réunit. Et en tout cas, merci à vous pour ce temps de partage. Merci à vous pour l'échange de vos idées et merci beaucoup pour ces moments donc de découverte et de rêve. Merci beaucoup. Je citerai juste dernièrement ce qu'a dit Lavilliers. La musique est un cri de l'intérieur qui vient de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Merci beaucoup. C'est bon, merci.